Bonjour à tous. On va commencer donc ce live qui est sur le thème du comment et pourquoi le business plan. Donc je m'appelle Romain Merle, je suis chargé de mission donc au sein de l'initiative Eure-et-Loir. Donc on est une association et on fait du prêt d'honneur. Donc un prêt d'honneur, si vous empruntez 15 000 euros, vous remboursez 15 000 euros, le taux d'intérêt est de 0% et le service est entièrement gratuit. Je suis accompagné d'Olivier Gabory qui va se présenter. Donc, je m'appelle Olivier Gabory, je ne vous l'apprends pas. Je travaille pour un cabinet d'expertise comptable qui s'appelle Nexperto. Localement, on est présent à Nogent-Rotrou, Châteaudun et à Chartres. Chartres, c'est l'hôtel des Ventes. L'hôtel des Ventes est Coudray, et la Rocade, Coudray. Notre cœur de métier en tant que cabinet d'expertise comptable, c'est l'accompagner des gens plutôt post-création sur les sujets de comptabilité, de fiscalité, pas seulement sur des sujets, on va dire, aussi conseil en accompagnement pour être à vos côtés sur des sujets pratiquement du quotidien. Au-delà de la compta et de la fiscale, on est aussi présent à l'expert sur des sujets de droit des sociétés et de droit du travail. Peut-être pas, hein, on n'est pas avocat, mais droit du travail au sens où on peut, et droit des sociétés au sens où on peut vous accompagner sur ces thématiques-là pour rédiger un contrat de travail, pour mettre en place un intéressement, ou en matière de droit des sociétés pour créer une société, faire une session de part sociale, faire un pacte d'associé, etc. On vous met aussi à disposition des outils qui nous permettent de faciliter un petit peu la gestion, grâce à notre portail Inexweb, qui peut vous permettre d'avoir accès à des outils pour faire votre comptabilité ou pour faire votre facturation. Et plus précisément, sur ce que vous voyez derrière moi, le point C, c'est la ligne métier qui est dédiée à l'accompagnement des créateurs et des représentants beaucoup au sein du cabinet Nextelso. On est une grosse centaine de points C en France. Ça veut dire qu'on est vraiment un cabinet qui a le souci de ce sujet-là et qui a déployé des moyens humains, pour commencer par moi, des moyens techniques, des formations, des méthodes, des réunions, pour affiner le sujet et être vraiment en expertise sur ce sujet-là. Vous accompagner pratiquement de votre idée de départ jusqu'à l'obtention d'un cabis et sur tous les sujets intermédiaires qui peuvent se poser à vous, et pas seulement sur le prévisionnel. Pour moi, on est le seul cabinet d'expertise comptable à proposer ce service avec cette expertise-là en France entière. Romain, je te repasse la main. Tu peux me repasser la main. Désolé, il y avait quelques petits problèmes techniques. J'espère que c'est réglé actuellement. Donc, déjà, avant toute chose, on va définir qu'est-ce qu'un business plan ou plan d'affaires en français. Voilà. Donc, avant toute chose, il va falloir que vous définissez en lettres votre projet. Donc, c'est ce que vous avez eu l'habitude de faire dans votre carrière scolaire avec le où, comment, pourquoi, etc. Et on va reprendre un peu cette trame-là pour vous détailler qu'est-ce qu'un business plan au sens où nous, on l'entend. D'abord. Alors, effectivement, c'est la mise en mots et en chiffres. Souvent, le réflexe du créateur d'entreprise, c'est la mise en chiffres. Donc, on va s'apprêter, y avoir le banquier, etc. Ce qui reste un réflexe, et pas du tout. Mais pour juger de la pertinence du projet, les chiffres ne vont pas suffire. Il va falloir mettre aussi le projet en mots, et comme le disait Romain, ça va consister à répondre à plein de questions qui sont celles qu'on avait dans nos rédactions de collégiens ou lycéens. Et par exemple, notamment un poids de synthèse qui va être vraiment une sorte de résumé de votre projet pour quelqu'un qui éventuellement aurait quelques minutes à consacrer à l'étude de votre dossier avant de vous rencontrer. Donc, en quelques mots, un poids très très synthétique pour avoir vraiment l'objet de votre projet sans entrer dans les détails qui peuvent être un peu compliqués et qui vont peut-être faire l'objet de 10, 20, 30 pages ensuite. Au-delà du poids en synthèse, après, je pense qu'on va passer au qui. Au qui, tout à fait. Donc, qui vous êtes, et quand on dit qui vous êtes, ce qui nous intéresse dans cette rubrique-là, c'est qui vous êtes, mais par rapport à votre projet. Toutes les expériences qui n'ont pas forcément lieu par rapport à votre projet, ne les mettez pas. C'est en quelques lignes, vous définir votre parcours, votre cursus initial et vos expériences qui vous ont amené à ce projet-là que vous allez nous détailler dans ce business plan. C'est assez synthétique, c'est pour voilà une première approche. Là-dessus, il y a une sorte de
désolé pour l'anglicisme, il y a une sorte de storytelling, c'est-à-dire qu'il faut essayer de raconter d'une façon relativement fluide. Alors, quand je dis raconter, c'est pas forcément la littérature, hein, mais raconter, décrire ce qui, dans votre parcours ou votre personnalité, vous amène un peu naturellement au projet qu'on va décrire par la suite. Ce qui vous ramène donc au projet en lui-même, au métier, ou éventuellement à la gestion d'une entreprise, à l'animation d'un réseau, à votre capacité à vendre des choses, à animer une équipe, peu importe, ça peut être pratiquement, ça peut être aussi votre passé familial. Si dans votre famille, vous avez toute votre vie entendu parler de marge, de chiffre d'affaires, de clients, de business, à un moment, il y a quelque chose qui, quand même, dans votre esprit, dans votre psychologie, n'est pas exactement fait de la même façon pour quelqu'un qui n'aurait pas été dans ce milieu-là. Donc, il faut aller chercher, même en périphérie de votre expérience, des choses qui, c'est peut-être implicite pour vous parce que précisément, c'est votre projet, c'est votre parcours, c'est l'ordre du non exprimé vraiment. Mais néanmoins, ça compte pour donner du crédit, du poids à votre projet. Une belle présentation, pour donner les informations essentielles sur ce qui vous amène à ce projet d'une façon fluide et naturelle. On passe ensuite au quoi, et cette fois-ci le quoi détaillé. On vous a parlé précédemment du quoi synthétique, donc pour donner envie de lire la suite et pour de savoir en quelques phrases quelle était la suite. Là, on parle du quoi, détaillé. On va prendre plusieurs exemples. Tout le monde connaît la restauration. Vous voulez ouvrir un restaurant. Dans la restauration, il peut y avoir la restauration rapide, dite rapide, la restauration gastronomique, semi-gastronomique. Est-ce que vous avez un lieu d'exception? Est-ce que c'est de l'emporter, pas de l'emporter? Est-ce que c'est activité de traiteur? Est-ce que vous avez besoin de 2 salariés, d'une brigade, en cuisine? Voilà, à partir du terme restauration, on peut le décliner à l'infini. Donc c'est pour ça qu'il va falloir détailler votre projet, de manière très précise pour que la personne sache qu'il en est. On va prendre un autre exemple et ça va être les consultants, par exemple. Et là, je vais laisser la parole à Olivier pour qu'il présente cet exemple-là. Un consultant va définir son champ d'intervention géographique, par exemple, ou les métiers auprès desquels il peut être consultant. Il va préciser le canal de communication qui sera le sien, sa façon d'appréhender, de capter une clientèle, de la fidéliser aussi éventuellement, préciser ses produits, en quelque sorte, puisque sur un métier de consultant, c'est un peu plus compliqué qu'un métier de restaurateur. Si je vous dis que mon projet, c'est d'ouvrir un restaurant dans telle rue, dans telle ville, ça, c'est le quoi en synthèse qu'on a mis en tête en première partie, toute première partie du business plan. Un restaurant, c'est concret, donc c'est assez simple à décrire. Votre interlocuteur connaît forcément votre activité sur une activité un peu plus compliquée, comme par exemple consultant en B2B à destination de, je sais pas, des architectes. Bon, ok, mais il va falloir préciser un petit peu de quoi il s'agit, parce que c'est clairement pas intuitif. En tout cas, c'est pas certainement intuitif pour la personne qui va lire votre business. Ce quoi-là va être détaillé aussi précisément que possible sur ce que vous allez faire concrètement comme activité, ce que vous allez vendre, avec les nuances que ça sous-entend. Comme le disait Romain, dans son exemple de restaurant, restauration rapide, c'est pas de la bistronomie, ou c'est pas des pizzas emportées. Dans telle rue ou dans telle autre rue, dans telle commune ou telle autre, une commune rurale, une commune de banlieue, une commune de centre-ville, ça va pas être le même projet, pas les mêmes marges, pas les mêmes prix. On aura plein de différences, de subtilités, clairement, sur un sujet qui, à la base, s'appelle j'ouvre un restaurant. Dans la même logique, c'est le où qui va être important. Et quand je dis où, donc c'est la localisation ou en tout cas le choix du lieu d'exploitation. Vous pouvez très bien exercer à domicile si l'activité s'y prête, mais là, il faut avoir l'accord de la copropriété si vous êtes locataire. Si vous souhaitez ouvrir un garage dans votre hangar au fond de votre jardin, est-ce que vous avez les autorisations? Donc tout ceci, c'est le où j'exerce mon activité. On peut prendre l'exemple d'un local commercial. Est-ce que vous avez besoin d'un quai de déchargement? Est-ce que vous avez besoin d'un parking pour la clientèle? Est-ce que s'il n'y a pas de parking, est-ce que s'il y a un camion qui vous livre, ça ne va pas gêner vos voisins? Donc la question du où, elle est très importante. Il faut savoir estimer un peu votre besoin en termes de surface.
en termes de prix. C'est pas la même chose d'être dans une zone commerciale ou dans une zone rurale, encore moins en hypercentre. Donc voilà, quelle est ma cible et est-ce que j'ai un intérêt à avoir un local bien situé au sens, où est-ce que c'est moi qui vais chercher ma clientèle? Donc la question du où, elle est très importante, par rapport à ce que je viens de dire. Et le où va être assez, en général, c'est un point que vous voyez rapidement en début d'activité, même quand le projet n'est pas très mûr, souvent, ce qui déclenche un peu votre besoin d'être accompagné, c'est que vous avez plus ou moins trouvé un local cible pour vous installer. Et donc le où, c'est quelque chose qui en général est plutôt bien appréhendé par les porteurs de projet. Au moins, il y a un choix, il y a quelque chose, il y a une base. On vient rarement me voir pour me dire que je vais prendre un restaurant, mais alors je ne sais pas du tout lequel et je ne sais pas où non plus. En général, on a la cible. Et du coup, le où va consister à expliquer pourquoi cette cible, cette rue, cet emplacement est qualitatif. Par exemple, on va parler dans ce où, en fait, c'est là qu'on va parler, pour un commerce sédentaire, de la concurrence. C'est l'étude de marché en clair. Votre client dépend du lieu pour un commerce sédentaire. On va parler de ses concurrents, on va parler de ses clients, de comment on les trouve, de pourquoi on a choisi ce local, de ce qu'il a d'attrayant. Il est à côté d'une boulangerie, il y aura du flux. Il est à côté d'un commerce un peu moins, qu'on fréquente un peu moins régulièrement, ou qui éventuellement peut être une nuisance pour vous. Imaginons que vous soyez une parfumerie et qu'à côté il y a un commerce qui, par définition, va dégager une forte odeur du style, ne serait-ce qu'une brûlerie de café. C'est super intéressant, une brûlerie de café dans une rue. Ça donne une belle ambiance, une bonne odeur. Mais si je suis à côté d'une parfumerie, ça peut limite être récurrent d'avoir ce mélange. Donc c'est peut-être pas un emplacement absolument pertinent dans ce contexte précis. Il faut que je parle plus fort, parce qu'on ne m'entend pas. Ça marche. Donc dans le où, on a cette problématique-là qui revient à faire une étude de marché dès lors que le où concerne un commerce sédentaire. Moi, je vais revenir sur les nuisances. Il est important, quand vous voulez vous implanter à un endroit, de ne pas générer des nuisances envers autrui. Par exemple, des industries vont générer du bruit et il ne faut pas déranger les autres personnes qui sont installées au risque d'avoir des plaintes. Donc, bien étudier. C'est un peu comme quand vous allez chercher une maison, vous allez étudier le quartier dans lequel vous allez vivre. Pour l'implantation d'une entreprise, c'est la même chose. Autre point qu'il va falloir aborder, une fois que vous avez commencé à définir quelle est votre activité, où je m'installe, c'est qui sont vos clients, comment je vais les trouver. On parlait de canaux de distribution tout à l'heure. Est-ce que c'est du porte-à-porte? Est-ce que c'est les clients qui viennent me voir? Est-ce que j'ai besoin de me faire connaître? Est-ce que c'est moi qui vais me déplacer vers les clients? Comment je m'approvisionne par rapport à ça? Est-ce que c'est approvision en direct? Est-ce que c'est je passe par des distributeurs? Est-ce que j'engage un ou plusieurs commerciaux? Voilà, il y a ces questions de comment je touche ma clientèle pour pouvoir exercer mon activité. Et alors, effectivement, cette question de la clientèle, de l'étude de marché, donc qui, pour un commerce sédentaire, est sur le coût, la question du coût, ça va plutôt être sur un comment je contacte mes clients si j'ai une activité qui ne nécessite pas un emplacement fixe, si je suis itinérant, si je m'adresse à des professionnels, aussi que ce soit une boutique, quoi. Donc, il va falloir raisonner non pas, ou pas seulement sur l'emplacement et sa qualité. On peut être très mal situé si on fait du B2B, c'est moins grave. Mais là, il va falloir, par contre, réfléchir activement sur comment je me fais connaître auprès de mes clients, pourquoi ils vont venir chez moi plutôt qu'ailleurs. Ça implique donc de travailler sur votre réseau, celui que vous avez potentiellement déjà dans votre vie de salarié ou une vie précédente, ce qui vous amène à ce projet. Hein. Là, on reparle un peu du qui je suis dans le projet. C'est ce réseau que vous avez déjà qui va faire qu'a priori, vous n'allez pas partir d'une page blanche. Vous avez déjà fait vos preuves, il y a déjà des gens qui envisagent de travailler avec vous. Ça, c'est un plus évident. Et dans la façon de capter ses clients, ça peut vous amener à vous poser la question de dans quel réseau d'affaires je vais me positionner, un BNI, un charte initiative, est-ce que le réseau business d'initiative Eure-et-Loir peut être intéressant, il y a celui de la BGE également, il peut y avoir des associations de commerçants. À chaque projet, il peut y avoir une façon de capter une clientèle sur laquelle il faut réfléchir. Ça peut être aussi un réseau de prescription. Je ne sais pas si tu as un exemple en tête, Romain, à nous donner sur des prescripteurs, l'artisanat, des choses comme ça, des métiers qui sont connexes.
par exemple, en artisanal, c'est souvent l'ancien formateur qui va lancer son ancien apprenti dans le métier en l'accompagnant dans sa recherche de premiers clients, dans la recherche des fournisseurs. Voilà, il y a un peu une notion de corporatisme, mais c'est des choses qui se voient régulièrement. Donc n'hésitez pas non plus à voir auprès de votre entourage ce qu'on appelle le premier cercle, deuxième cercle et troisième cercle, qui peut vous aider dans votre projet. Ne restez pas isolé dans l'émergence de votre projet. Et ces canaux de prescription, ça peut être, par exemple, si je suis photographe et je me spécialise dans les photographies de mariage, par exemple, potentiellement, je peux peut-être aller me montrer auprès de traiteurs, auprès de gens qui font de la location de salle, auprès de gens qui vont vendre des robes de mariée, auprès de gens qui vont vendre des alliances. Il faut que tout ce qui est en amont de mon intervention, tout ce qui se passe avant mon intervention et qui, du coup, rencontre des gens qui pourraient être mes clients, il faut que ces gens-là puissent potentiellement donner ma carte aux clients qu'ils ont rencontrés, de façon à ce que ça devienne des prospects pour moi et que j'ai ma chance et qu'ils sachent que j'existe en tant que photographe de mariage. Et ça, c'est pour un métier comme celui-là, par exemple, où on n'a pas de pignon sur rue, enfin, c'est un peu difficile de se montrer. Là, c'est une façon, la prescription, d'avancer sur le côté commercial. Et ça se prépare en amont de la création, à mon sens. Une fois qu'on a défini qui sont nos clients, le canal de distribution, de production éventuellement également, il y a des activités de production, il y a aussi des moyens nécessaires pour votre activité. Ça va être des moyens humains. Combien de salariés j'ai besoin? Est-ce que je fais tout seul parce que je ne veux pas avoir la charge de salariés? Est-ce que je fais appel à des entreprises sous-traitantes sur leur domaine d'activité spécialisé? Voilà, quels sont les moyens? Donc les moyens humains, c'est la composante, mais il n'y a pas que ça. Pour fonctionner, vous aurez peut-être besoin, de mobilier, de matériel professionnel, de moyens de transport, de matériel d'expédition, peu importe les exemples, on peut les multiplier, mais tout ceci auront un coût. Ce coût-là, va falloir le chiffrer et le chiffrer de manière assez précise. Pour cela, il va falloir demander de devis pour pouvoir avoir une idée du coût global de votre projet. Et à la rigueur, avant même le chiffrage, il y a déjà le choix des interlocuteurs qui vont être les vôtres dans le milieu professionnel. C'est-à-dire que le local, en général, est trouvé. Vous allez vendre telle ou telle gamme de produits, précisément laquelle, avec quel fournisseur, si tant est que le fournisseur implique une vraie différence. Un boulanger, il va travailler avec quel moulin, par exemple. C'est intéressant de le savoir. Éventuellement, il y a un côté financement, et puis les produits ne vont pas être systématiquement les mêmes. Tous ces sujets-là, c'est à voir en amont. Il y a le côté chiffrage, bien sûr, mais avant le chiffrage, il y a aussi votre choix. Vous voulez vendre quoi? Avec qui? Organiser comment? Avec combien de salariés? Combien de sous-traitants si vous voulez pas de salariés? Des associés peut-être? Au début, vous pouvez vous dire que vous allez monter le projet tout seul et au final, vous pouvez éventuellement être obligé de faire un tour de table pour le financer, avoir des associés qui peuvent être à vos côtés pour travailler au quotidien. Pourquoi pas? Bref, tout ça, clairement, c'est quelque chose qu'il faut envisager et peser et trancher, au moins temporairement, en amont du projet. Il faut avoir une sorte d'idée de ce que va être le projet pour pouvoir, le cas échéant, changer, adapter. Le fait d'obtenir des devis permet donc d'affiner un peu ses besoins également. Il n'est pas rare chez les porteurs de projets qu'ils estiment leurs besoins, qu'ils surestiment leurs besoins, et puis au fur et à mesure, ils vont affiner leur liste de besoins en disant ça, j'en ai pas besoin la première année. Par exemple, le véhicule, je vais peut-être pas l'acheter la première année, je vais pas rouler beaucoup, je vais en louer un la première année, et puis j'achèterai mon véhicule la prochaine dans 2 ans, dans 3 ans. Donc partez un peu dans l'idéal sans les freins du financement. Établissez vos listes de besoins matériels, immatériels et à partir de ça, vous voyez ensuite ce que vous avez besoin réellement par rapport aux moyens aussi qui vont être engagés derrière. Ça permet d'affiner le projet et des fois d'essayer d'avoir, vous aurez une liste de besoins que, quoi qu'il arrive, vous devez financer. Et donc là, on a fait le sujet du comment le business plan, en ligne, c'est en 2000. On va rentrer plus dans le détail. Mais en gros, on a fait le comment le business plan, il y a quoi dedans? Tout à fait. Donc avant tout, ce qui, parce que c'est vous qui porterez le projet,
c'est important, la banque, par exemple, elle va s'intéresser à votre parcours, à vous, précisément. Si vous avez les meilleurs produits de la place, mais que vous n'êtes pas du métier, ça va être peut-être un peu compliqué de convaincre un financeur de suivre votre projet. Donc, le qui est très important. Le quoi, si je ne sais pas de quoi vous me parlez, ça va être compliqué pour moi de me positionner. Et ensuite, les moyens que vous allez mettre en œuvre pour être concret sur ce que vous ferez tous les jours, comment vous le ferez, comment vous serez organisé. Et donc, on passe au pourquoi. On va passer au pourquoi. Donc, c'est pas uniquement pour vous faire perdre du temps, c'est pas le but, loin de là. Le pourquoi, c'est d'abord, c'est avant tout pour vous. Alors, c'est peut-être un peu provocateur ce que je dis, mais c'est pour vous permettre de clarifier votre pensée. Et vous allez voir, vous allez avoir des idées au démarrage que vous n'allez pas revenir en finalité. Donc, ça permet de clarifier. Le business plan est quelque chose qui évolue dans le temps, donc qui s'agrémente au fur et à mesure de vos discussions, de vos échanges, de vos interrogations également. Ça sert également avant tout pour les financements. Donc, on peut penser à la banque, on peut penser à au prêt d'honneur Initiative Eure-et-Loir, puisque nous, on demande un prévisionnel comptable. Mais ça sert à d'autres partenaires de l'entreprise auxquels on pense moins souvent. Il n'est pas rare dans certaines activités que votre bailleur, celui qui va mettre à disposition un local, vous demande un prévisionnel parce qu'il va mobiliser son bien pendant, on va dire, 3, 6 ou 9 ans dans le cas d'un bail commercial. Donc, il veut des garanties quant à la faisabilité du projet. Il y a également certains fournisseurs. La question est la même, enfin le principe est le même. Ils vont vous mettre à disposition un certain nombre de matières premières ou de produits semi-finis ou finis, selon votre activité. Ça engendre des coûts pour eux. Forcément, ils attendent, même s'il y a un décalage dans le paiement, que vous payez cette matière première, ce produit. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent être susceptibles de demander un business plan. Et j'enfonce le coup sur le fait que ça vous sert à clarifier vos idées dans l'idée où vous êtes accompagné. Clairement, il y a une sorte de rebond qui se passe entre la personne qui vous accompagne et vous. Moi, mon métier, c'est conseiller en création d'entreprise. Je ne suis ni restaurateur, ni consultant, ni garagiste, ni quoi que ce soit. Ce que j'ai, c'est des outils pour vous aider à réfléchir et à poser votre projet. Et donc, il y a une sorte de rebond dans l'idée où vous me dites ce que vous comptez faire et où je peux éventuellement trouver, déjà, pour commencer en tant que consommateur, que ça m'étonne un petit peu, je trouve ça bizarre. Vous allez faire 2 activités qui ne se ressemblent pas beaucoup, par exemple, qui ne sont pas complètement complémentaires. Par exemple, si vous êtes garagiste et marchand de véhicules d'occasion, je vois bien la ligne directrice. Si vous me dites que vous êtes garagiste et que vous allez faire la location de vélos, c'est moins évident. Donc, je me demande si c'est pertinent de faire ces 2 projets ensemble au même moment. Ce rebond va se positionner un peu, enfin, va s'actionner sur plus ou moins tous les sujets de votre business plan. Donc, cet accompagnement-là, ça vous aide à clarifier, à préciser, à affiner et à nuancer votre projet. Et ça va aussi servir potentiellement à rassurer votre entourage qui peut se demander si c'est une bonne idée pour vous de vous lancer dans ce projet maintenant, seul potentiellement, et qui peut être inquiet du devenir de votre situation familiale ou de votre situation perso, tout simplement, quand vous serez lancé. L'accompagnement, ça rassure un peu tout le monde. Et le business plan sert aussi à ça, quoi. Et je ne crois pas que tu aies parlé de la démission reconversion. Non, tout à fait. Voilà, tu me lances la pierre, je vais la. Alors, Pôle emploi, enfin, vous le savez peut-être, depuis donc, janvier 2020, vous pouvez démissionner de votre emploi actuel et être indemnisé sous condition de créer une entreprise ou de reprendre une entreprise. Le propos est le même, d'ailleurs, le propos est le même que depuis le début, que ce soit une création, un développement ou une reprise d'entreprise. Pour Pôle emploi vous demandera un prévisionnel d'activité qui vous engage, entre guillemets, mais qui vous prouve que vous êtes engagé dans une démarche de création ou de reprise d'entreprise. Voilà pourquoi il peut être important de faire un business plan, alors qu'on n'y pense pas forcément. Donc, là, la démission reconversion, c'est vraiment pour quelqu'un qui ne pourrait pas obtenir une rupture conventionnelle avec son employeur et qui a un projet de création, c'est vraiment d'aller obtenir des droits auprès de Pôle emploi, tout en démissionnant ensuite,
demande d'obtenir l'accord de Pôle emploi avant de démissionner. Et ça permet d'avoir des droits à Pôle emploi, un maintien des allocations, les ARE, tout en ayant démissionné de son emploi. Il y a une commission qui se réunit pour valider votre projet ou pas, dire qu'il est a priori sérieux ou pas. Si votre projet est jugé sérieux, Pôle emploi, potentiellement, va vous donner des droits au chômage. D'où l'importance de les convaincre. C'est une commission qui n'est pas... Vous ne présentez pas votre projet. Donc, si vous vous dites, je suis super commercial, j'ai un babou d'enfer, je vais m'en sortir, j'en sortirai toujours à l'oral, pas avec eux, parce que vous ne les verrez pas. Ils vont étudier un dossier qui sera purement papier, numérique. Enfin, en tout cas, vous ne serez pas là pour le présenter et le défendre. Donc, autant leur donner quelque chose de plutôt bien ficelé. Voilà pour la démission reconversion. Et puis, la banque, évidemment, plus le projet est bien expliqué, bien explicité et clair, moins il y aura de questions qui vont venir polluer un peu l'atmosphère. Si je ne sais pas ce que vous faites, on va passer 1 heure en début de rendez-vous. Est-ce que vous m'expliquez un peu votre projet? Si c'est très simple comme un restaurateur, ça va aller de soi ce que vous faites. Il va falloir me raconter beaucoup pour que je comprenne. Si votre activité est plus compliquée, votre façon de capter les clients un peu plus compliquée aussi, là, j'attends plus de vous en tant que financeur. Et donc, le business plan va apporter cette touche un peu complète et professionnelle à votre projet de création. Alors, le but du business plan ou du plan d'affaires, c'est de pouvoir pitcher, ou en tout cas de présenter son projet très brièvement. Quand vous pouvez faire le test, vous testez de pitcher votre projet sur 2-3 minutes. Vous allez voir, ça demande un certain exercice, une certaine expérience. Le fait de poser sur le papier votre projet vous permet de clarifier vos idées et vous verrez quand vous devrez présenter rapidement votre projet. Et l'idée, c'est de donner envie, que ce soit pour le financement ou autre. Ça peut être pour des partenaires, ça peut être pour des clients, ça peut être pour des fournisseurs. Quand vous allez voir un fournisseur, vous présentez votre entreprise. Donc, les bases que vous avez faites avant, ce temps que vous avez consacré, vont servir à ce moment-là. Et quand vous allez réseauter, parce qu'il ne faut jamais rater l'occasion de distribuer des cartes de visite ou de poser des jalons commerciaux, vous allez réseauter. Si vous faites une belle présentation claire de ce que vous faites, et si en 1 minute 30, vous m'avez présenté de façon claire ce que vous faites, potentiellement, si j'ai un besoin que vous pouvez satisfaire, il est possible que je vous appelle. Si ce n'est pas clair ce que vous m'avez présenté, c'est un peu confus, il y avait des choses qui étaient un peu bizarres, incohérentes, j'ai peut-être pas compris ce que vous vendez en fait. Du coup, mes chances de vous appeler pour un vrai contact commercial qui donnerait lieu à des business sont faibles. Donc, c'est aussi, en complément de tout le reste, une façon de pitcher le projet, effectivement, comme on dit, pour être efficace sur la présentation. Et puis, c'est aussi le business plan qu'on rédige, c'est aussi un plan d'action pour la suite. C'est une sorte de roadbook. C'est-à-dire que c'est une carte pour votre trajet. J'ai un ancien collègue qui utilisait l'image du guide de haute montagne pour l'accompagnement en création d'entreprise. C'est-à-dire qu'en soi, c'est un milieu qui n'est pas plus hostile que de marcher sur le plat. Sauf que s'il y a un orage, ou s'il y a une crevasse ou un glacier, ça risque d'être compliqué si vous ne savez pas appréhender cette difficulté-là. Donc le roadbook, c'est ça, c'est la carte de ce que vous avez à faire, de l'ordre dans lequel vous allez le faire, et là, pour être un peu plus serein dans le montage de votre projet, quoi. Donc, l'idée de la rédaction d'un business plan, et d'être accompagné a fortiori, c'est de gagner du temps, parce qu'on va étudier que des pistes qui sont plutôt des pistes sérieuses et qualifiées, et intéressantes, vraiment étudiables, réelles, potentiellement de l'argent, donc bons choix juridico-fiscaux, et puis c'est gagner en sérénité surtout, en ayant quelqu'un à qui parler de doutes ou de vos problèmes, ou à qui poser vos questions tout simplement. Donc voilà, c'est ces 3 thèmes-là pour moi, gain de temps, gain d'argent et gain de sérénité, qui sont en jeu de l'accompagnement à la création d'entreprise. Voilà pourquoi on fait, et ça permet aussi de savoir la faisabilité globale du projet. Il y a des projets que vous ne mettrez pas, enfin, qu'il y a des personnes qui n'iront pas au bout du projet parce qu'ils se sont rendus compte que le projet était pas assez mûr, pas possible pour le moment. Et ça, c'est l'établissement du business plan qui le permet. Il y a une autre partie qu'on va aborder, ce qu'on va avancer un petit peu, c'est la partie qu'on a appelée chiffres tout à l'heure, qui est appelée le prévisionnel comptable. Donc, on va vous demander de faire une projection de votre chiffre d'affaires, mais pas que sur 3 ans en général. Ça peut être sur 5 ans, mais on va parler du cas classique de 3 ans. Et l'idée, c'est de connaître
avant tout vos charges fixes, c'est-à-dire votre loyer, vos salaires, l'eau, l'électricité, voilà, tous ces charges que quoi qu'il arrive, que vous fassiez du chiffre d'affaires ou que vous n'en fassiez pas, vous devez les payer tous les mois. À partir de ce calcul-là, on va rajouter une marge qui va être une marge de fonctionnement qui va déterminer un chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, de manière générale, il est plutôt pessimiste. C'est votre première étape à atteindre lorsque vous faites, votre activité. Ça sert à rien de faire un prévisionnel trop optimiste pour vendre du rêve à ceux qui vont le consulter. L'idée, c'est d'avoir un prévisionnel un peu pessimiste et quoi qu'il arrive, vous devez faire ce premier palier. Et le prévisionnel n'est que le reflet en chiffres de tout ce qu'on a écrit au préalable. C'est-à-dire que quand on a un local cible en tête, ce local implique des travaux, il implique un dépôt de garantie, il implique un droit au bail, il implique des frais d'agence, par exemple, pour avoir le local. Il implique ensuite de le remplir avec l'immobilier. Bref, on a un vrai sujet sur lequel on travaille, on l'a écrit. On a fait en quelque sorte notre plan stratégique à l'écrit. Ce plan stratégique implique plein de choses qu'on va chiffrer, ni plus ni moins. Le plus compliqué, pratiquement, c'est de rédiger, c'est de penser le projet. Le chiffrer n'est que la conséquence de ce qu'on a imaginé. Et ça nous permet d'être beaucoup plus précis sur ce chiffrage parce que ce n'est pas un local que je cherche, c'est celui-là. C'est dans telle rue que je cherche, c'est dans telle ville. Je vais faire un produit particulier qui implique un panier moyen, qui implique une marge, qui n'est pas la même que si vous vendez une autre gamme de produits, par exemple. Donc ce chiffrage, normalement, se fait relativement simplement, si tant est qu'au préalable, on ait conçu le projet clairement et efficacement. Comme le disait Romain tout à l'heure, le projet qu'on a écrit, on va pouvoir le modifier potentiellement autant qu'on voudra. On peut rater le local cible. Ok, on a raté le local cible. Parce que si on en a un autre en vue, eh bien, on va revoir ce plan et revoir le prévisionnel en conséquence. Le prévisionnel, c'est le reflet de la stratégie et de ce qu'on fait. Pratiquement, le prévisionnel, là, je vous l'ai fait là. C'est ça. C'est se positionner dans la boutique, par exemple, que vous souhaitez ouvrir et vous dire, OK, ici, il y aura un meuble froid. Là, j'aurai la caisse. Là, j'ai des travaux à faire. Là, il faut poser l'électricité. Il me faudra un ordi. J'aurai des salariés. Combien d'eux? Combien je les paye a priori? J'aurai un chef en cuisine. Combien ça coûte un chef par mois? Et un apprenti, combien je paye à peu près l'apprenti? Si vous ne savez pas, on cherche. L'idée, c'est en gros de faire des devis, comme vous le disiez, Romain. Et un devis pour un ordinateur, c'est assez facile. Hein, il est connecté sur un site marchand. Il n'y a pas de devis pour avoir un apprenti, mais pour le coup, sur ces sujets-là, votre expert comptable peut clairement se positionner et vous donner des infos. L'intérêt aussi du prévisionnel que je vois et qu'on me conseille également, ça vous permet de suivre votre activité. On a dit c'est un chiffre d'affaires à atteindre au minimum. Je vous conseille de tenir avec vous vos petits tableaux, pas besoin de prendre quelque chose de très compliqué, mais avec quelque chose entre ce qui rentre, ce qui sort, vos achats, vos dépenses et de regarder votre prévisionnel au mois pour voir si vous avez bien vendu, si vous n'avez pas bien vendu et d'adapter, à la condition du moment, votre activité. Si vous voyez que pendant 3 semaines, vous n'avez pas très bien vendu, il va falloir réagir assez rapidement pour, pouvoir vous remettre, sur les rails de votre prévisionnel. Même si, comme son nom l'indique, c'est une prévision. Mais l'idée, c'est de le coller le plus possible. Et en gros, ce que vous décrivez, Romain, c'est un chiffre d'affaires déterminé sur c'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Voilà, j'y arrive. C'est le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires pour lequel on a un résultat à zéro, compte tenu d'une marge théorique, hein, on est en amont du projet. Résultat à zéro, chiffre d'affaires, donc seuil de rentabilité. C'est l'objectif minimum à atteindre pour pouvoir continuer en payant tout le monde, y compris la banque. Petite utilité, passons. En gros, le chiffre d'affaires objectif, c'est celui qui nous permettra de payer tout le monde. Ça s'appelle un seuil de rentabilité. Et ça dépendra, le montant du chiffre d'affaires dépendra de la marge théorique que vous allez retenir. Marge métier que vous pouvez connaître de par votre expérience ou aussi qu'on peut chercher dans de la statistique, des informations des centres de gestion, des informations L'INSEE, hein, qu'on connaît par habitude aussi. les chambres consulaires peuvent vous en donner.
Absolument. que ce soit la chambre d'agriculture pour les projets agricoles, la chambre des métiers de l'artisanat, la chambre de commerce et d'industrie. Donc, allez chercher cette information. Comme je l'ai dit, restez pas seul dans votre projet. Allez contacter des professionnels, quels qu'ils soient. Et la notion de seuil de rentabilité est intéressante parce qu'en gros, c'est la barre du perchiste. C'est le minimum qu'il faut que vous passiez. Si le perchiste passe 20 cm au-dessus de la barre, tout le monde est content. Vous, il faudra au moins que vous fassiez le chiffre d'affaires, le seuil de rentabilité. Malgré tout, dans le prévisionnel, la plupart du temps, il est quand même apprécié de mettre un chiffre d'affaires qui sera au-delà de ce seuil, qui est une information, un chiffre d'affaires qui est vraiment la cible, l'objectif. C'est-à-dire que c'est un nombre de clients, c'est un panier moyen, c'est une fréquence d'achat de vos clients. Selon les activités, et puis selon que vous êtes en commerce sédentaire ou pas, ça se fait différemment, mais il faut essayer de. Si votre seuil de rentabilité, par exemple, c'est 150 000 euros, ok, mais 150 000 euros, pour commencer, c'est combien de clients? Si vous ne pouvez pas le dire, c'est pas génial. Enfin, vous ne pilotez pas le projet. Vous ne savez pas combien vous devrez faire de clients par an, ça part mal. Il faut pouvoir dire que les 150 000 euros, c'est un panier moyen de 1 000 euros, soit 150 clients à trouver, soit 3 par semaine, et ainsi de suite. Quoi. Et illustrer ça par vraiment du métier, du business que vous générez, et pas seulement du chiffre. On va aborder donc le dernier point qui est par rapport à l'objectif que vous êtes fixé, enfin que vous êtes fixé avec votre expert comptable et puis vos différents échanges. Tout ceci va vous demander des moyens et des moyens financiers. Donc c'est la question comment vous allez financer l'ensemble de ce projet-là. Donc il y aura de l'apport personnel, de la banque, enfin un prêt bancaire. Est-ce que vous faites un prêt au niveau de la TVA pour le financement de la TVA? Il y a les prêts d'honneur, il y a les subventions que vous pouvez aller chercher sur certains secteurs. Donc tout ceci, c'est vos ressources. Ces ressources-là vont être affectées à vos besoins. Donc le matériel, votre trésorerie, votre stock, voilà. Ça, c'est le financement du projet, qui fait partie également de ce qu'on appelle, en globalité le prévisionnel. Et alors là, on l'a attaqué un petit peu par l'activité, donc le chiffre d'affaires, le seuil de rentabilité. Mais l'ordre logique de construction, c'est plutôt le plan de financement, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin en chiffrant et comment je le finance, là, ce dont vient parler Romain. Donc, le chiffrage vraiment de l'investissement de départ, de capacité à le financer, étant entendu qu'il est de bon ton, c'est pas une loi des reins, mais c'est de bon ton que vous ameniez environ 20% de l'enveloppe totale à financer. Si vous amenez 20% de l'enveloppe totale à financer, ce sujet-là est bon, il est validé. Si vous avez 18%, 15%, 10%, par ailleurs, il va falloir avoir un dossier qui sera d'autant mieux monté pour convaincre un partenaire financier. Ce n'est pas éliminatoire, mais pour être d'autant plus convaincant dans la démonstration. Et une fois qu'on a fait ce plan de financement de quoi j'ai besoin, comment je le finance, si on considère que c'est finançable, si on passe cette épreuve en quelque sorte, on passe là concrètement à l'établissement du compte de résultat prévisionnel sur 3 ans, qui est donc chiffre d'affaires, marge, frais fixes, frais de personnel, détailler ce que vous allez consommer là de façon récurrente, chaque année, chaque mois, pour faire le business en fait que vous avez mis en chiffre d'affaires. Et là aussi, c'est le fruit de ce que vous avez conçu du projet. Alors, pour un peu résumer notre propos depuis un peu plus d'une demi-heure, 40 minutes quasiment. Donc, le business plan, c'est quoi? Donc, c'est d'abord quelque chose qui est écrit, qui vous sert à vous. D'abord, le faites pas sous contrainte, faites-le d'abord pour vous, ça vous servira par la suite. Et il y a une partie également chiffrée. Dans la partie écrite, c'est les questions où, comment, pourquoi, avec qui, etc. La partie chiffrée, on part sur la partie plus concrète pour regarder la faisabilité et l'objectif d'une création, c'est que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus, l'entreprise soit pérenne et qu'elle soit encore présente et qu'elle se développe. Et la partie chiffrée ne se fait que plus facilement dans la mesure où on a bien pensé son projet. C'est ça que ça illustre. Ça illustre le projet et pas l'inverse. Parfois, j'ai des porteurs de projets qui veulent un prévisionnel, mais ils ne savent pas trop combien ils auront à dépenser de travaux, de stocks, etc. Ça veut dire que je ne peux pas faire un prévisionnel tout de suite, il faut déjà penser à ça. Donc, on va travailler ensemble sur le sujet, mais voilà, les chiffres ne sont que le reflet des mots qu'on a posés au préalable.
N'hésitez pas donc à vous faire accompagner, que ce soit par votre expert comptable, que ce soit par les différentes associations qu'il peut y avoir sur le territoire, par vos connaissances également qui peuvent avoir des expériences entrepreneuriales, mais restez pas isolés. On va passer aux questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Vous pouvez également en agrémenter. On est là pour y répondre. Donc, bonjour. Pour le chiffrage du business plan, doit-on le réaliser en hors taxe ou en TTC? Olivier, je te laisse répondre à la question. Alors, on va le réaliser plutôt en hors taxe, dans l'idée où la TVA, sauf si vous avez une activité qui fait que vous n'êtes pas soumis à la TVA, mais on va dire que dans une activité traditionnelle de commerce, par exemple, vous allez être soumis à TVA, du coup, votre business plan, vous allez le faire en hors taxe. À court terme, il faudra financer, bien évidemment, auprès de tous vos fournisseurs, le TTC. Hein, c'est bête à dire, mais ils vont préférer vous les payer en TTC que juste pour le montant en taxe. 20% d'écart, ça fait quand même beaucoup. Et normalement, la banque, là-dessus, est censée financer le hors-taxe sur du long terme, 5 ans, 7 ans, ça dépend de la teneur de votre projet. Et la TVA va être financée potentiellement, si on a un montant un petit peu substantiel, la TVA est financée par un crédit relais TVA. Un crédit court terme, un peu comme un crédit relais maison, juste le temps d'assurer la trésorerie. Vous payez votre fournisseur TTC, la banque vous avance le montant de TVA qui correspond à ce que vous avez avancé payé au fournisseur. L'administration fiscale va devoir vous rembourser cette TVA qui a grevé vos achats, votre investissement. Donc, le temps d'être remboursé par l'administration fiscale, il y a ce crédit relais TVA. Et quand vous serez remboursé par le fisc, la banque récupérera les fonds remboursés. Je sais pas si c'est clair. Pour moi, c'est clair. Après, je ne sais pas pour vous. J'espère qu'on n'a pas été trop technique. C'est peut-être un peu, voilà, on fait ça très souvent, donc c'est le métier d'Olivier également. Donc, on espère avoir synthétisé, avoir pu présenter brièvement le business plan, parce que bon, le format qui nous était imposé ne nous permettait pas de le montrer précisément. On pourrait passer 2 heures sans problème sur une présentation du business plan. On aurait encore des choses à dire. N'hésitez pas à poser des questions. On est encore là quelques minutes avec vous. Donc, c'est le moment si vous souhaitez échanger avec nous, des interrogations, de toute façon, on diffusera nos coordonnées si vous souhaitez échanger également en privé ou nous rencontrer par la suite. Éventuellement, on pourrait ajouter que le montage d'un projet peut aller, évidemment, selon la teneur du projet, ça peut être assez différent dans la durée. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'investir, par exemple, qui fait de l'intermédiation, il a un téléphone, un ordinateur, sa voiture pour se déplacer, mais il l'a déjà, et qui a déjà du réseau, une expérience métier, son projet, il peut le lancer, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais ça peut être une question de semaines, qui sont plus des semaines administratives que des semaines de réflexion. À l'autre bout du spectre, on peut avoir un projet qui peut mettre un temps long à se monter, le temps de trouver le bon emplacement, par exemple, et puis de préciser la stratégie, pourquoi pas d'obtenir des droits Pôle emploi dans le cadre de démission ou reconversion, ou d'obtenir un licenciement, une rupture conventionnelle avec son employeur. Tout ça peut prendre un délai qui peut monter à 9, 12, 15 mois, assez couramment, mais c'est le prix à payer un peu pour avoir un projet bien monté, bien ficelé, et pour éventuellement jeter l'éponge si jamais, dans le cadre de l'étude, on juge que ça va être un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que le prêt TVA? On va réexpliquer. Donc, en fait, la TVA, quand vous achetez, on va prendre le cas simple où vous êtes soumis à la TVA. On ne va pas rentrer dans le détail, de toute façon, il n'y en aurait pas. Vous êtes soumis à la TVA. Donc, c'est pas comme vous êtes particulier, la TVA, vous pouvez, c'est un coût, ça coûte en moyenne 20%. On va prendre le taux normal également. Donc, vous achetez un bien 100, vous allez devoir reverser 20 € de TVA. Donc, le bien, vous l'achetez réellement 80. Le 80 €, vous pouvez l'emprunter à long terme, puisque ça va rester dans l'entreprise un certain temps. La TVA, l'État, c'est de l'argent que vous devez à l'État, pour faire le cas simple également. Et l'État dit, OK, vous pouvez demander à votre banque un prêt, un crédit relais de TVA, donc c'est ça dont il est question. Donc la banque va vous avancer la TVA, mais sur une période plus courte. Vous n'allez pas pouvoir la financer sur 5 ans. Voilà ce que c'est donc c'est une ligne de prêt spécifique pour le montant global de la TVA.
donc plutôt de court terme, le temps que l'administration vous rembourse la TVA en question. Est-ce que Luc, ça répond à votre question? Si vous ne répondez pas, on va considérer qu'on a répondu à votre question. Je sais qu'il y a un petit décalage, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, c'est le moment. On n'a pas parlé du statut juridique éventuellement. C'est l'occasion de... Vas-y, alors c'est le sujet, donc... Le statut juridique, le choix du statut juridique, personnellement, je vois ça un peu comme une cerise sur un gâteau. C'est-à-dire que c'est important d'opter pour un choix en conscience, donc de se faire expliquer les différences entre une SARL, une SAS, une entreprise individuelle, un micro. C'est important de faire ce choix en conscience et de l'adapter à votre besoin. On a tous besoin, j'imagine, pratiquement tous, d'un véhicule pour se déplacer, mais on n'a pas tous le même. On a tous eu besoin pour venir travailler ce matin de s'habiller, on n'est pas tous habillés pareil. En gros, le choix du statut juridique, c'est la même chose. C'est qu'on a, pour bosser, pour bosser en tant qu'indépendant, il faut avoir un statut juridique d'indépendant. Vous avez le choix entre plusieurs formes. Je ne ferai pas forcément pour le même projet que vous, le même choix, ou Romain. À un moment, ça repose sur ses priorités, ou les risques qu'on veut éviter, ou les avantages qu'on veut optimiser, enfin privilégier. Ce choix donc n'est qu'une cerise sur un gâteau. Le gâteau, c'est vraiment le business plan. On a un projet, par exemple de restaurant, on est du métier, où on a un passé en tout cas qui nous amène à ça assez fortement. L'emplacement est bon, on a une idée de ce qu'on va vendre, les recettes qu'on va appliquer. On a déjà plus ou moins du personnel en vue parce qu'on a des amis qui cherchent un job et ils sont OK pour bosser avec nous. Le projet semble finançable. À un moment, là, il faut se poser la question du statut juridique. Mais c'est le choix du statut, hormis quelques secteurs d'activité très particuliers, on ne rentrera pas dans le détail, c'est quelque chose qui peut se voir à la marge en fin de projet. Voilà, c'est la finalisation du projet. C'est important, il faut le faire correctement pour ne pas s'y reprendre à plusieurs fois. On peut changer le statut en cours de vie d'entreprise sans difficulté particulière, mais en général, ça occasionne un coût non négligeable pour les juridique, et donc autant faire le bon choix tout de suite. Et aussi, il faut clairement se faire accompagner plutôt que d'opter pour un statut qui pourrait ne pas être lui. Pour le choix du statut, comme on l'a dit, c'est un choix qui est personnel, qui est en fonction de votre fiscalité, de ce que vous voulez. Donc voilà, c'est pas parce que votre voisin de même métier a tel statut qui correspondra pour vous. Voilà. Allez, faites des simulations si nécessaire, mais le choix du statut, prenez pas à la légère, ça a des impacts fiscaux notamment. Est-ce que Olivier, tu voulais rajouter quelque chose? Alors, il y a une nouvelle question. 20%, c'est 20% d'apport, c'est, on va dire, pour un cas classique. C'est la norme du secteur. C'est pas toujours facile d'apporter 20%, donc les prêts d'honneur sont là également pour monter votre apport personnel. Pourquoi on demande de l'apport sur un projet, c'est tout simplement, c'est combien vous mettez sur la table. Si vous mettez rien sur la table, pourquoi les autres personnes financeraient totalement votre projet? Ça montre un peu votre engagement. C'est aussi une façon d'impliquer sa famille ou des associés. Enfin voilà, ça fait partie du montage de dossier. Ne vous bloquez surtout pas aux apports. Comme on l'a dit, s'il n'y a que 5%, on a vu des dossiers qui sont passés avec 5% d'apport, mais parce que derrière, il y avait le porteur qui avait su vendre son projet. Quand je dis vendre, c'était le projet était bien ficelé et on pouvait estimer que le projet était bien, enfin, qu'il allait aboutir. Donc, c'est en plein sur le sujet du business plan, en fait. Le business plan sert à vous, comme on l'a dit, avant tout, mais servira aussi c'est cliché pour le coup, mais c'est vrai, à convaincre les partenaires financiers. Si vous avez un apport qui est un peu faible, c'est un point faible du dossier, il va falloir qu'on ait par ailleurs. Il faut que vous le compensez par. Si votre parcours est extraordinaire, un apport un peu faible pourra être compensé. Extraordinaire, j'entends par là, si vous avez une grande cohérence entre le projet et vous, votre passé, votre compétence, votre connaissance,
on pourra tolérer un apport un peu plus faible. Après, vu que pour vous répondre un peu plus précisément, ça dépendra vraiment de la teneur de ce que vous financez aussi, du stock, de la trésorerie, c'est pas la même chose. Donc là, pour rentrer dans le détail, il faudrait connaître un peu plus de choses sur votre projet, mais en tout cas, on attendra de vous. Le cliché, c'est 20%. En dessous, pourquoi pas, mais ça sera plus au cas le cas en fonction du projet global et pas seulement du côté financier. Et donc, prêt d'honneur. Effectivement, le prêt d'honneur peut servir pour les apports, donc ça je viens de le dire. Ça peut servir également pour de la trésorerie. Donc, pour faire simple, c'est la monnaie que vous avez besoin pour le fonctionnement de l'entreprise. Un mélange des deux est tout à fait possible. Pour la partie technique, le prêt d'honneur entre sur les comptes courants d'associés. Donc voilà, c'est effectivement, c'est rentré là-dedans. Mais la trésorerie est tout à fait possible. Nous, actuellement, on conseille 2 à 3 mois de trésorerie d'avance. Et si vous avez un petit peu plus au vu du contexte, selon le secteur d'activité, c'est pas négligeable. Le 2-3 mois est à prendre en fonction de votre secteur d'activité. Par exemple, dans le BTP, le paiement client, des clients peut être très long. Ça peut monter jusqu'à 90 jours. Donc pendant 90 jours, vous avancez les salaires, vous avancez la matière première. Donc voilà, plus votre délai de paiement client est important, plus votre trésorerie doit être importante, pour faire très simple. Pour financer ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire, en gros, ce qu'il faut que vous achetiez pour faire du business en stock, plus tenir compte du fait qu'il y a un délai de paiement de vos clients, un délai de paiement de vos fournisseurs, et que potentiellement, dans le bon schéma, vos clients vous payent tout de suite. Par exemple, un boulanger, vous payez le moulin à 30 jours. Dans le mauvais exemple, le moins favorable, c'est que vos clients vous payent à 30 ou 60 jours et vous payez votre ressource immédiatement. Par exemple, si vous avez des salariés faire du conseil, par exemple, c'est le cas d'un cabinet d'expertise comptable, vos clients vous payent à 30 ou 60 jours, et par contre, vos salariés, à la fin du mois, il va falloir les payer parce que sinon, ça risque de poser des problèmes. Donc, voilà, il y a ce besoin de fonds de roulement à financer. Et au-delà de ça, il faut avoir, moi j'aime bien 3 mois de frais fixes d'avance quand on lance l'activité, histoire de considérer que si pendant 3 mois, vous ne faites pas de business du tout, imaginons le pire des cas, à la fin du 3e mois, le banquier va finir par vous appeler à un moment, mais on a passé 3 mois sans faire de business du tout, on a payé tout le monde pour l'instant. Donc ça vous laisse le temps de commencer. Pour moi, 3 mois, c'est un peu un minimum psychologique. Mais bon, on fait aussi avec les moyens du bord. Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour. Vous avez des propositions de service. Oui, j'ai vu ça. Vous avez accès aux commentaires, donc n'hésitez pas. Donc merci à vous. On vous avoue également que c'était une première pour nous. Donc voilà, on a pris part à l'exercice avec plaisir, mais avec certaines appréhensions, certaines difficultés. Mais bon, on espère que ça vous a été utile et on reste à votre disposition si vous avez besoin. Olivier, peut-être que tu veux dire le mot de la fin. Le mot de la fin sera au revoir. Au revoir bonne journée à tous. bonne journée. Les coordonnées étaient dans les commentaires. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement à la création d'entreprise, ce sera un plaisir. Je vous dis bonne journée et à bientôt. Je vous dis également bonne journée et puis à bientôt également. Au revoir.